Maxime Tellier. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ici au 22 rue Bayard à Paris, où vous défendez depuis 2008 les couleurs de RTL, après les Girondins de Bordeaux, après l'Atlético de Bilbao, le Bayern de Munich, qui est une petite parenthèse à l'OM, après évidemment l'équipe de France avec laquelle vous remportez la Coupe du Monde en 98 et l'Euro 2000. Vous portez désormais le maillot de la première radio de France, RTL, également de la première chaîne de télévision de France, TF1, parfois même celui du journal L'Équipe. Alors, il y a pratiquement 2 ans, jour pour jour, peut-être vous en souvenez-vous, vous êtes dans le vestiaire du Stade de France pour Téléfoot face à celui qui vous remet le 12 juillet 98 la Coupe du Monde entre les mains. Vous demandez à Zinedine Zidane si le dirigeant qu'il est devenu est aussi heureux que le joueur qu'il a été. Alors je vous retourne la question. Lizarazu joueur est-il aussi heureux que Lizarazu consultant? Alors ça, j'adore cette question parce qu'en fait, je l'ai posée à Michel Platini, je l'ai posée à Zizou. Je leur pose parce que je me la pose tout le temps. Je ne sais que répondre. Je suis plus heureux sur certains aspects, moins dans d'autres. Je m'explique, je vais essayer de m'expliquer. Quand on est footballeur professionnel et qu'on vit des matchs comme une finale de Coupe du Monde ou une finale de Ligue des Champions, c'est des aventures de dingue. C'est des émotions de dingue, c'est des sensations incroyables, surtout quand il y a la gagne. Et ça, il n'y a pas un métier au monde qui te donne ça, qui me donnera ça. Je ne vivrai plus jamais ça, je le sais. Mais la vie de footballeur professionnel, c'est une vie d'ascète, c'est une vie laborieuse. Alors, quand je dis ça, j'entends des gens dire oui, la vie bling-bling des footballeurs et tout ça, de quoi ils me parlent. Moi, je vous parle de ce que j'ai vécu, la façon dont moi je l'ai vécu, avec une vraie discipline, avec une vraie exigence où je calculais tout, ce que je mangeais, ce que je dormais, pour essayer d'obtenir la meilleure performance de mon outil de travail, le corps. Et donc, c'était pas très glamour, voilà. Mais je l'ai vécu comme ça, je ne sais pas si j'ai eu raison ou tort, toujours est-il que c'était un peu déséquilibré comme vie. Aujourd'hui, j'ai une vie qui est très équilibrée entre la vie professionnelle, la vie personnelle, la vie affective. Je prends plus le temps de profiter, de kiffer les choses. Et donc, elle est très agréable, la vie que j'ai. Mais les pics, voilà, ils ne vont pas aussi haut, mais peut-être j'ai plus de moments de bonheur et de plaisir. Toute petite parenthèse sur cette finale du 12 juillet 98, donc il y a presque 15 ans d'ailleurs déjà, il dit Zinedine Zidane que son plus grand souvenir c'est l'entraînement du matin. Moi je voudrais savoir quel est votre plus grand souvenir de cette journée-là. Alors il y en a plusieurs. C'est vrai que cet entraînement du matin il était particulier parce que je pense que c'est là qu'on a gagné la Coupe du Monde. On a désacralisé Ronaldo, à l'époque c'était le plus grand joueur du monde. On a scénarisé le match avec des scènes où on se faisait ridiculiser par Ronaldo et on en a plaisanté. Et on a désacralisé ce match, c'était la meilleure des choses à faire. J'ai adoré moi les 2 minutes qui restaient après le 3e but de Manu Petit, où là à 3-0 on sait que c'est fait parce qu'à 2-0 j'étais pas sûr. Marcel Desailly s'est fait expulser et tout ça. 3-0 je savais que c'était fait. Et donc d'être sur le terrain, acteur toujours, et savoir qu'ils ne pourront plus jamais revenir et qu'on est champion du monde et que tu as les 2-3 minutes pour savourer. C'était fabuleux. Et après, ça c'est perso, c'est en effet la relation particulière que j'avais avec Zizou, que ce soit lui qui me transmette cette Coupe du Monde. Mais juste avant de monter, je croise mon père. Et voilà. Tiens, que dirait justement le consultant? En fait, j'ai toujours l'émotion quand je lui parle. Je la sens. C'est pour ça que je n'ai pas pu continuer. On monte, on va chercher la Coupe du Monde. Je croise mon père qui est en larmes. Et voilà, et c'est quelque chose de très fort parce qu'il n'y a pas que toi qui vis ça, il y a toute ta famille qui le vit. C'est ça. Voilà. Que dirait le consultant Lizarazu du joueur que vous avez été? Si aujourd'hui vous voyez sur le terrain, qu'est-ce que... je sais pas. Enfin non, il n'a rien envie de dire. C'est pas... C'est aux autres de dire ce que j'étais. Voilà, moi aujourd'hui... Est-ce que vous accordiez de l'importance quand vous étiez joueur, justement, à la presse, aux avis des consultants, justement, des journalistes? Il y en avait peu à l'époque, il y en avait peu.
Mais bien sûr que la presse a compté, bien sûr qu'on regardait, bien sûr qu'on était touché quand on était critiqué. J'ai été critiqué aussi. J'ai fait des compliments, plus que des critiques. Mais bien sûr que ça touche parce qu'on se dit pourquoi. On se dit qu'ils n'ont pas tous les éléments, que parfois on trouve ça un petit peu injuste. Mais pour autant, j'ai toujours eu une très bonne relation avec la presse. J'ai toujours joué le jeu parce que j'ai considéré que ça fait partie de notre boulot. Que c'est le lien surtout entre nous et le public. Que c'est la transmission. Voilà, et qu'après, bon, chacun a son avis. Ça m'est arrivé de me friter gentiment, hein, mais avoir des discussions, quoi. Pas être d'accord et d'essayer de comprendre pourquoi. Quand je demande à Zinedine Zidane, la veille de ses 40 ans, en juin dernier, à Aix-en-Provence, s'il avait un plan B, s'il n'avait pas été footballeur, il me répond chauffeur-livreur. Moi, j'ai lu en 4e de couverture de votre livre que vous auriez été charpentier ou menuisier du côté d'Andaille ou de Cibourg si finalement la vie et le football n'avaient pas voulu de vous. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas ça, c'est parce que mon père était menuisier charpentier. Ouais. Il est à la retraite aujourd'hui, mes grands-parents étaient menuisiers charpentiers, mes arrière-grands-parents étaient forestiers, donc tout le monde était dans le domaine du bois. Mais moi, j'ai toujours souhaité suivre un cursus scolaire universitaire, parce que je savais que cette vie-là, elle était assez aléatoire, une blessure, c'était terminé. Donc j'avais quand même mon plan B, j'étais en fac, j'étais à l'UREPS. Si j'avais continué jusqu'au bout, c'était pour être prof de sport, je ne crois pas que c'était ce que j'avais envie de faire. J'aurais pu passer, par exemple, une maîtrise de management sportif. Là, ça aurait pu me servir. Je voulais rester dans le sport, je voulais faire du sport. En fait, je voulais faire du sport mon métier. Voilà. Quelle que soit la forme, quel que soit le sport d'ailleurs. C'était ça l'idée de départ. Bon, ben voilà, il se trouve que le foot, c'est ce qui a le mieux marché. Alors il y a justement cette phrase assassine de Bernard Larue qui dit que vous ne serez jamais footballeur professionnel, qui le dit face à vos parents, vous n'avez pas encore 16 ans. Alors vous répondez là déjà un petit peu. À quoi vous rêviez quand vous tapiez la balle contre le garage de la maison familiale? À l'époque, les rêves de l'adolescent que vous étiez à l'époque, c'était justement déjà dans le sport? Il y avait déjà quelque chose qui se dessinait? Non, je voulais être footballeur professionnel. Moi, dès l'âge de 10 ans, quand j'allais m'entraîner, que je prenais mon ballon, que je me faisais des petits circuits de dribble, je voulais être footballeur professionnel. Alors, j'ai fait beaucoup de tennis aussi. J'avais pu faire une carrière dans le tennis, j'aurais fait une carrière dans le tennis. Enfin, c'est vrai que je voulais faire une carrière dans le sport. Mais bon, le foot était peut-être le sport où j'avais plus de qualité. Dites d'ailleurs qu'une des rencontres les plus fortes que vous ayez faites, c'est avec Björn Borg. J'ai vu ça. Oui. Mais oui, parce que c'était mon premier modèle, Björn Borg. Avant d'avoir un modèle dans le oui. foot. Oui, parce que les souvenirs, les premiers souvenirs, c'est je joue au foot, je joue au tennis. Grosso modo, c'était entraînement de tennis l'après-midi, le début d'après-midi, puis après j'enchaînais avec le foot. Et puis j'ai les souvenirs, c'est Roland Garros, je regardais les matchs de Borg et après j'allais jouer. Et donc j'essayais de jouer comme Borg. Donc revers lifté à deux mains, le bandeau, la tenue fila, la totale. Petit ami. Total. C'était totale identification Björn Borg. Donc c'est vraiment pour moi le sportif qui m'a le plus fasciné, plus que n'importe quel autre sportif, et surtout plus que d'un footballeur. Et quand j'ai eu la chance de faire l'interview de Björn Borg, que l'équipe m'a proposé ça, et je suis parti dans la seconde. D'ailleurs c'était une tempête à Stockholm. On a été bloqué, enfin c'était une histoire pas possible, 1 mètre de neige à Stockholm, pas de taxi, enfin une galère absolue, mais j'ai réussi quand même à faire l'interview de Björn Borg et pour moi c'est un souvenir inouï. J'ai bouclé la boucle de ma vie de sportif, comme ça. Dans le DVD, merci beaucoup, Und au revoir, dans lequel vous racontez les 100 derniers jours de footballeur professionnel au Bayern, avec cette petite caméra. Il y a cette confidence, à un moment vous dites « L'homme que je suis est loin d'être abouti ». Moi je voulais savoir ce que vous avez appris de vous depuis que vous avez rangé les crampons. Qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure, vous parliez du point d'équilibre que vous avez trouvé entre vie professionnelle, les sacrifices qui aujourd'hui forcément n'existent plus par rapport à la discipline. Qu'est-ce que j'ai appris de nouveau? Ou sur vous, par exemple, que la carrière de sportif, d'athlète de haut niveau avait masqué? Peut-être juste dans le quotidien, le plus avoir ces pics d'adrénaline, ces matchs, cette discipline, ces saisons qui se répètent. J'ai appris qu'il y a des trucs que je ne pourrais pas soigner. Par exemple. C'est-à-dire que j'ai un moteur dans le cul et il faut que je sois tout le temps en mouvement et il faut que ça bouge, quoi. Et ça, il n'y a rien à faire. Alors moi j'ai trouvé le sport pour me calmer.
D'autres iraient voir un psy pour se calmer. Moi, j'ai trouvé le sport pour me calmer. Le sport, ça me repose. Ouais. Ouais. Faire du sport, ça me repose, ça me détend. C'est un besoin vital. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai arrêté le football de haut niveau, mais je fais presque autant de sport qu'avant, mais diversifié, puisque je vais aller faire... l'hiver, c'est le ski, l'été, c'est le surf, le stand-up, je fais de la lutte. Je fais du vélo, je fais plein de sports. J'ai besoin de ça, alors je vais chercher cette adrénaline que j'avais quand j'étais footballeur, différemment, parce qu'il n'y a pas la compète, parce qu'il n'y a pas les médailles, mais il y a mes challenges à moi. Et il y a ce besoin de se vider la tête, de se vider... de se dépenser. J'ai besoin de ça. Je suis un labrador, quoi. Il faut que je cours tout le temps. Voilà, et j'ai pas trouvé de meilleur remède que ça. Dans le DVD aussi, c'est exactement ce que vous m'expliquez là, vous dites que vous ne supportez pas d'être inutile. Alors vous n'avez pas eu trop le temps de gamberger d'ailleurs, puisque les médias sont très vite venus vous chercher et vous recruter. D'ailleurs le mot retraité, que vous n'avez jamais été, c'est un mot que vous ne supportez pas. Non. Vous ne l'avez jamais vraiment été, puisque au fond, non, je ne l'ai pas été, c'est vrai que ça s'est enchaîné assez vite. Ouais. Non, j'ai besoin, encore une fois, j'ai besoin d'être actif, j'ai besoin d'avoir des projets, de trouver un sens à ce que je fais. J'aime pas tourner en rond. Quand je tourne en rond, je suis impatient, je suis nerveux. D'ailleurs, pour revenir à la dépense physique, les périodes où j'étais blessé, je suis insupportable. Je ne supporte pas moi-même. Alors je ne dis pas mon entourage. Vous savez, il y a des gens comme ça, ils ont besoin ils ont un trop plein d'énergie. Et alors c'est une force, notamment quand on fait du sport de haut niveau. J'ai eu la chance d'avoir un physique qui m'a porté, mais cette énergie-là, il faut que je la fasse circuler, il faut que je la fasse sortir. Et quand je la fais sortir, je suis le mec le plus adorable qui existe. Mais il y a un feu intérieur, vous voyez, qui fait que parfois, ça explose. Alors, il y a aussi un mercato, celui des anciens joueurs, surtout des anciens de 98, notamment pour être consultant. On retrouve là aussi vos qualités de compétiteur, j'allais dire presque vos qualités d'homme, donc toujours en quatrième de couverture du livre co-signé par le médecin Jacques Binger et Arnaud Ramsay. Vous dites « Je suis appliqué, je suis battant, je suis acharné ». Tout ce que finalement vous venez déjà de m'expliquer en d'autres mots. Moi, je voulais savoir comment vous vous êtes imposé pour devenir titulaire dans les deux meilleures équipes médias de France, TF1 et RTL. En bossant. D'abord en étant passionné par ce que je fais. Parce que j'aime, au-delà du foot, j'aime le média. J'aime le moyen d'expression. En tout cas, quel que soit le moyen d'expression, parce que la radio est complètement différente de la télévision, qui est complètement différent de l'exercice écrit, mais j'aime bien ces trois modes d'expression. On m'a permis de les comprendre, on m'a formé pour ça. Je pense notamment au Club Lisa, où c'était pas évident d'être à la tête d'une émission, d'être animateur d'une émission. Donc on m'a donné le temps de me faire à ce nouveau métier. Et j'adore ça. Ça me passionne. Et puis après, je bosse. Moi, ça me fait marrer toujours les gens qui pensent quand ils nous voient. Parce que ce qui est un peu compliqué dans ce métier, c'est un peu compliqué, bon, après voilà, c'est que tout de suite, on peut te filer l'étiquette de donneur de leçons. Pourquoi? Parce qu'on te demande ton avis, donc mon métier c'est de donner mon avis. Et forcément très vite, si on a envie d'être négatif et de ne pas réfléchir plus loin, on va dire, ouais, de toute façon, c'est un donneur de leçons puisqu'il a un avis sur tout. Non, j'ai pas un avis sur tout, j'ai un avis sur le sport, sur le foot, sur un métier que je connais quand même très bien. Je ne me permets pas d'avoir un avis sur la politique, sur d'autres sujets. Vous pouvez remarquer, je m'exprime que sur les sujets où je considère quand même avoir une expérience. Mais bon, voilà, c'est toujours un petit peu délicat d'entendre ça. Mais, et donc, en fait, il ne suffit pas d'avoir une grande gueule. Il ne suffit pas d'avoir un nom. Il ne suffit pas d'avoir un nom non plus. Voilà, il faut bosser ces sujets, il faut trouver des angles, il faut prendre cette actualité, mettre une loupe dessus, puis choisir les sujets qui t'intéressent, trouver des angles et dire qu'est-ce qui t'a touché. Tiens, ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé. Mais c'est à ta façon. Voilà. La semaine aujourd'hui, la journée du consultant que vous êtes devenu. Allez tiens, je vous fais la semaine là, depuis samedi. Je suis arrivé samedi soir à Paris, je fais téléfoot dimanche matin. Lundi soir, il y avait le
Club Lisa. Donc le lundi, c'est toute la préparation de l'émission, c'est bien vérifier que l'invité va arriver. Toutes ces galères d'invités que tous les journalistes connaissent. Bon, ça c'est. Alors pour le coup, c'est un vrai domaine un peu pénible dans le foot. Les footballeurs sont de plus en plus pénibles à obtenir. Je le dis. Même quand on est. Même quand on s'appelle. Tout à fait. Ça devient de plus en plus pénible et je le dis parce que parfois ça me gonfle très sérieusement parce qu'à un moment donné, on a envie de leur dire mais vous savez ce qu'on est en train de faire là, on est en train de créer un lien entre vous et les gens. Et si ça, vous ne le comprenez pas, qui d'autre va le comprendre? Donc, à un moment donné, il faut... Pardon, c'est mon... je suis toujours très étonné qu'il n'y ait pas plus qu'il y ait cette méconnaissance, en fait, de l'univers autour du foot. Parce qu'il y a plus d'intermédiaires? Il y a plus d'intermédiaires. C'est beaucoup plus cadenassé, il y a beaucoup plus d'intermédiaires, il y a beaucoup plus de conseillers en com, il y a beaucoup plus de conseillers divers, d'attachés de presse. Il y a les attachés de presse des clubs, il y a les agents des joueurs. Ça devient très pénible. Et voilà. Mais bon, là, lundi, vous aviez Michael Young, vous aviez David Ginola. Donc il y a effectivement des invités qui peuvent être aussi, vous étiez aux Enfoirés à Bercy aussi. Oui, on change en fait les formules. C'est vrai que depuis maintenant 3 ans, on a eu après toutes les personnalités qui ont fait l'actualité du foot. Et puis c'est vrai que ces derniers temps, on a essayé de faire des choses un petit peu différentes, c'est-à-dire le football vu par d'autres personnes que des footballeurs. Je trouve ça intéressant, là en l'occurrence les artistes. Prochainement, je pense qu'on fera une émission avec les filles, le football féminin. Michel Platini, c'est à la fois le footballeur, l'ancien entraîneur et le dirigeant qu'on a eu. Mais ouais, j'aime bien en fait avoir des regards différents. Voilà. Mais l'émission du jeudi, par exemple, elle est construite sans invité, elle est dans l'interactivité avec les gens. Donc ça aussi, moi ça me plaît bien parce que voilà, pour le coup, c'est encore autre chose. On connaît votre franchise et votre liberté de parole. Le défenseur que vous étiez ne lâchez jamais son adversaire. Moi, je voudrais savoir quelles sont vos armes aujourd'hui contre la langue de bois, quand vous la sentez assez facilement. Comment vous réussissez à contourner D'autant plus que parfois, peut-être, vous savez qu'il ne vous dit pas... J'ai pas d'armes contre ça. En fait, je considère que moi, je dois poser les questions et après, j'ai les réponses que j'ai. Je vais pas m'acharner si j'ai pas la réponse que je veux. C'est son problème. S'il n'a pas envie de donner, il donne pas. Si mon invité n'a pas envie de donner, il donne pas. Mais c'est son problème après. Et j'en reviens toujours à la même chose. Je fais la transmission. Et à la fin, c'est un auditeur, un téléspectateur, un lecteur qui va aimer ou qui ne va pas aimer, qui va se dire mais il est sans intérêt, il est insipide, ou quel petit con c'est ce mec-là. C'est leur problème. Je pose les questions que j'ai à poser. Après, ça dépend si on me chauffe un peu. Mais bon, c'est pas arrivé souvent. Avec Raymond, c'est arrivé. Là, ça peut monter dans les tours, mais si c'est une conversation, je dirais, normale et que le mec, bon, ben voilà, il est timide ou il n'a pas envie, je n'ai pas forcé les choses. Dominique, qui était hier à Metz pour dédicacer son bouquin, parle de l'odeur du gazon qui lui manque aujourd'hui. Dans le DVD, vous parlez de l'odeur du vestiaire qui vous manque aujourd'hui. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, à un moment ou à un autre, vous auriez envie peut-être d'aller dans l'encadrement, d'aller sur un banc, ou c'est un projet qui est totalement... qui n'est pas du tout à l'ordre du jour ou qui n'est pas du tout dans votre esprit? En fait, ce qui est compliqué, c'est rebasculer dans la vie que j'ai eue pendant près de 20 ans. J'ai plus envie de ça, je crois. C'est-à-dire que le métier en soi, je pense qu'il peut m'intéresser, mais j'ai plus envie d'avoir cette vie-là parce que je l'ai exercé d'une façon un peu extrême, peut-être trop d'ailleurs. C'est-à-dire que avec trop d'exigences, j'ai un peu trop tiré sur la corde à avoir peut-être une discipline un peu trop stricte, j'en sais rien. Enfin, en même temps, moi, je l'ai vécu comme ça et je ne voyais pas comment on pouvait le faire autrement. C'est du sport de haut niveau quand même. Et quand je vois Didier Deschamps, après 3 ans de Marseille, je vois la tronche qu'il a. J'ai l'impression qu'il a 20 ans de plus que moi. Et donc voilà, je ne me vois pas là. Le métier que je fais aujourd'hui, je pense que c'est un choix de vie aussi, qui me permet de vivre là où je vis, au Pays Basque, qui permet de continuer
à m'éclater dans le sport et j'en ai besoin parce que je suis resté dans ma tête sportif et qui me permet d'avoir une vie équilibrée. Entraîneur, je ne suis pas certain d'avoir cette vie-là et d'avoir d'être aussi heureux que je le suis là. Sur votre compte Twitter, vous recommandiez hier un papier paru sur Eurosport sur les Français qui ont réussi en Bundesliga. Ah ouais, parce que je trouvais bien ce papier. Ouais. Et il y avait cette citation du Kaiser Franz Beckenbauer qui disait que vous étiez le meilleur rapport qualité-prix de l'histoire du Bayern. Je suis pas bon en égo alors. Je vais renégocier mon contrat avec le Bayern. Alors ma question c'est, est-ce que... Enfin, je vous imagine pas du tout comme certains joueurs en pleine possession de leurs moyens, comme O'Haro par exemple, ou comme même Villa, signés dans des championnats russes ou chinois. Si aujourd'hui vous étiez à leur place, au même âge... J'ai eu l'opportunité, en fin de carrière, j'aurais pu aller au Qatar. Oui, mais un peu plus. Si on prend O'Haro, il est un peu plus jeune. Est-ce que c'est moi, c'est arrivé en fin de carrière. J'ai eu cette opportunité-là, mais je l'ai pas fait. Je ne voyais pas le faire. Non, là, les choix comme ça en milieu de carrière d'aller dans ces pays-là où sportivement c'est la fin, je comprends pas. Je comprends pas. Le mec, il a décidé que sa carrière sportive était terminée et qu'il pensait déjà à l'avenir. Il pensait à essayer de signer le meilleur contrat possible, ce qui est tout à fait légitime et penser à sa famille et à la suite, parce que c'est vrai que quand ça s'arrête, ça s'arrête. Plus personne ne te calcule, c'est la vérité. Il faut se dire les choses. Sportif de haut niveau, une fois qu'il est plus sportif de haut niveau, plus personne ne le regarde. La reconversion, il faut se bouger. Il faut se bouger, il faut cravacher, ça ne vient pas tout seul. Donc qu'un sportif de haut niveau, qu'un footballeur pense à la suite et à mettre de l'argent de côté, il a raison. Il a raison. Surtout, vu leur niveau de vie, ceux d'aujourd'hui, là, ils ont intérêt à vraiment mettre de côté parce qu'ils vont avoir des sacrées surprises. Mais je ne comprends pas. Je pense qu'on peut faire des choix intermédiaires, c'est-à-dire préserver l'aspect sportif et quand même signer des beaux contrats. Quand tu as la chance de pouvoir jouer dans des grands clubs, même si tu peux peut-être avoir un contrat plus intéressant ailleurs, tu gagnes très bien ta vie et tu es dans un putain de club et tu vis des trucs sportifs top. C'est ça qu'il faut essayer de préserver. Donc ces choix-là, je trouve ça dommage, mais c'est leur problème. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas signé, vous, en fin de carrière au Qatar? C'était... Ça correspondait pas à votre projet de vie, justement? Non, ça correspondait pas. Enfin, je me voyais... J'ai eu, en fait, moi, j'ai pensé à un moment donné, pourquoi j'ai quitté le Bayern pour aller à Marseille, c'est que j'ai pensé à un moment donné que c'était une belle histoire que de boucler la boucle en France. Connerie parce que quand tu étais au Bayern de Munich, quand tu vis ce que tu vis au Bayern de Munich, à ce niveau-là, avec l'organisation d'un club comme ça, c'est très compliqué de revenir en arrière. Donc, après, il y a d'autres détails qui sont venus se rajouter. Donc, finalement, je reviens au Bayern et quand je suis revenu et que je me suis dit, c'est ici que je termine ma carrière et on va pas refaire autre chose et retenter une autre expérience. Je terminerai ma carrière au Bayern parce que c'est là où j'ai connu le top et je veux terminer en haut comme ça. Voilà. Et donc, Le lien, justement, m'inspire une question autour justement du fair play financier. Vous avez évoqué avec Michel Platini. Le Bayern, les Qataris, le PSG. C'est pas du tout le même modèle. Ouais. Alors justement, on sent un petit peu de tension entre les deux clubs. Alors il y en a un que vous connaissez très bien. Comment vous voyez justement l'explosion du Paris Saint-Germain dans tous les sens du terme et les investissements qui sont en train d'être faits? Bon, déjà, c'est normal qu'il y ait de la tension, je pense, entre le Bayern et le PSG. Parce que ce sont deux modèles qui n'ont rien à voir. Le Bayern a toujours lutté contre ces clubs un petit peu... Alors je ne dis pas que le PSG c'est ça, c'est autre chose, mais contre ces clubs qui faisaient un petit peu n'importe quoi, qui dépensaient sans compter jusqu'à arriver à la banqueroute. Le Bayern c'est le contraire de tout ça. Donc je pense que les agacements un peu du Bayern, c'est la trouille en fait que le Qatar maintienne cette bulle spéculative. Vous voyez, c'est pas... Je pense qu'ils n'ont rien contre eux, mais le Bayern aimerait que le football revienne à des bases saines, à des vraies valeurs, à des vrais comptas. Et ce qu'ils font depuis toujours, c'est l'un des clubs les plus sains en Europe, avec Arsenal, qui dégage des bénéfices depuis près de 20 ans, et en même temps, ils ont des résultats sportifs. Donc c'est un modèle, ils peuvent
l'ouvrir. Très sincèrement, ils peuvent ramener leurs frais. Bon, voilà, là il y a le PSG qui arrive, avec un modèle économique qui n'existe pas, puisque ce sont des gens qui vont combler tous les déficits. Et bon, là, ils sont en train de trouver des astuces pour rentrer dans le fair play financier. Donc bon, voilà, il y a une espèce de petite guéguerre qui est en train de s'installer pour savoir comment ils vont faire. Parce que, je vous donne un exemple, la valorisation d'un maillot, la valeur d'un sponsor aujourd'hui, au Manchester United, admettons, ça vaut 30 ou 40 millions d'euros. Au PSG, ça ne peut pas valoir 200 millions d'euros. Comment est-ce qu'ils vont faire pour que ça vaille 200 millions d'euros? Beckham à Paris, en France, dans le championnat français, c'est forcément une bonne chose selon vous? Pour vendre des maillots, oui. Mais on nous vend un peu trop Beckham là, comme si c'était Lionel Messi qui arrivait, quoi. Il faut être clair, sportivement, Beckham, ça n'a rien à voir avec l'arrivée d'Ibrahimovic au PSG. Ibrahimovic au PSG, il va te faire gagner des matchs, il va te faire gagner des titres. Beckham, il fera sûrement quelques bons matchs et il fera sûrement quelques belles transversales, mais ce n'est pas le joueur qui sportivement fera des différences. Il fera des différences pour la notoriété du Paris Saint-Germain. Alors il y a tout un barnum autour de lui, c'est pas sa faute, hein, parce qu'il vit avec ça depuis tout le temps, mais c'est plus qu'un footballeur, c'est une icône un peu glamour, people, voilà. Donc ça va vendre des maillots un peu partout, mais j'en ai un petit peu, il y a un peu une surdose, c'est pas la faute de David Beckham. Moi j'ai joué contre lui, c'est un bon joueur, mais bon, il a 38 piges, il est à la fin de sa carrière, c'est la réalité. Il pourra donner peut-être, oui, 2-3 petits coups de patte de qualité, un petit coup franc qui fera arriver les gens, mais enfin, son arrivée, en fait, ça met un coup de bling-bling au PSG. Ils n'en avaient pas forcément besoin. Parce que le sport de haut niveau, encore une fois, c'est une grande discipline, c'est beaucoup quand même les mains dans le cambouis. Et là, ce que je vois là, ça ne ressemble pas à ça. Et il faut faire gaffe que les autres ne se dispersent pas, ne soient pas perturbés par tout ça. Est-ce que Zlatan Ibrahimovic, par exemple, l'expulsion, ses dernières performances, est-ce que quelque part, justement, ce qui se passe en périphérie en ce moment bouleverse peut-être l'équilibre? Moi, je ne suis pas dans sa tête, je ne sais pas. Ou l'équipe, en tout cas. Encore une fois, tout ça, c'est pas la faute de Beckham. Beckham, il vit avec ça depuis toujours. C'est un super mec, c'est un super compagnon de route. Dans le vestiaire, il pose aucun problème. Et c'est vrai qu'il y a... La dernière fois, je suis passé devant le Bristol, il y avait je ne sais pas combien de personnes qui attendaient. Je me disais, c'était un peu insensé tout ça. L'objectif du PSG, c'est de gagner la Ligue des Champions. C'est un sacré objectif. Et ils essayent de gagner du temps. Ils essayent d'aller plus vite que les autres. Je ne sais pas s'ils vont y arriver. Je ne sais pas si on peut gagner du temps à ce point, parce que je pense qu'un grand club, ça se construit avec énormément d'étapes, avec beaucoup de patience et d'abnégation. Voilà. Et je n'ai pas l'impression qu'ils ont cette patience-là. L'argent n'achète pas tout et surtout pas tout. Non, mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Heureusement. L'équipe de France féminine rencontre le 6 mars au stade Marcel Picot à Nancy le Brésil. Donc les filles de Bruno Bini ont fait match nul 3-3 contre les Allemandes à Strasbourg, alors que les garçons, on sait ce qu'ils ont fait au Stade de France. Quel est votre regard sur le foot féminin? Très sincèrement, je ne vais pas dire que je sois un grand spécialiste et un grand observateur du football féminin. Mais j'ai vu la Coupe du Monde en Allemagne. Je l'ai trouvée spectaculaire, je l'ai trouvée intéressante. Et le football féminin a aujourd'hui clairement sa place. Et j'ai eu la chance de croiser des filles de l'équipe de France féminine, Laure Boulot, Gaëtane Tiné, qui sont adorables et super rigolotes et super sympas. Et voilà, et je suis content que le football féminin se développe. Je vais pas vous faire croire que je suis un grand spécialiste, hein. C'est pas le cas, mais prochainement on aura un club Lisa spécial foot féminin. Un mot sur les Bleus de Didier Deschamps, à mois de mars décisif, 2 rencontres avec en point d'orgue l'Espagne. Comment vous sentez les choses?
Bah, le match de l'Allemagne, ça a été une légère déception. Après le match de l'Espagne, après le match de l'Italie, franchement, là, on avait fait 2 super matchs. Là, on a baissé d'un ton, c'est-à-dire qu'on a été dominé. On a été vraiment dominé par l'Allemagne. On a vu que l'Allemagne, c'était une classe au-dessus en termes de maîtrise technique collective. On n'a pas cette maîtrise technique collective. Et si physiquement on n'est pas bien, on n'est pas au rendez-vous. Contre l'Espagne, on était au rendez-vous physique. On a réussi à rivaliser contre les Espagnols. Là, on ne l'était pas. Donc voilà, il n'y a pas la qualité. On n'a pas la qualité de certaines autres grandes nations, la qualité technique notamment. Par contre, si physiquement on est bien, on peut arriver à poser certains problèmes. Bon, ce qui est bien, c'est que Didier, déjà, il a mis une discipline. Il va falloir qu'il soit très très vigilant, qu'il surveille ça comme le lait sur le feu. Parce que la cohésion, elle peut se fissurer très vite. Il le sait, hein. Il le sait. Voilà, mais je trouve qu'il a bâti un groupe qui me paraît assez solide. J'espère que ça va tenir. J'espère surtout qu'on va se qualifier pour la Coupe du Monde 2014. Parce qu'après, pour la Coupe du Monde, c'est encore une autre histoire. C'est-à-dire que on l'a vu avec Laurent Blanc. Laurent Blanc, il avait bien tenu ses troupes. Et au moment de l'Euro, il y a des éléments qui ont craqué. Pourquoi ? Parce que quand on est sous pression, l'être humain, il montre le meilleur ou le moins bon de ce qu'il a. Et là, en l'occurrence, on a vu le moins bon. Donc, c'est encore une autre histoire, la compétition, le mois de préparation plus le mois éventuel de compétition. Dans un tweet hier soir à 23h35, vous parlez de la force tranquille du Bayern contre, Je sais pas, pas de... contre Arsenal. Ouais. Votre compte Twitter est essentiellement professionnel. Il y a bien une photo de Leclerc quand même en suspension à Bercy sur les Enfoirés. La photo que vous avez faite, c'est la seule, la seule photo. De toute façon, vous remarquerez vie privée jamais. Justement, vous faites porter un soin très particulier à protéger votre vie privée. Est-ce que c'est facile justement quand on a, alors, quand on est qui vous êtes et quand on vit en couple avec quelqu'un qui aussi forcément est sous les lumières des médias? Ouais, c'est une discipline. C'est terrible comme mot. Non, mais je veux dire, oui, c'est un choix. C'est un choix jamais. Enfin, si une fois on va faire une apparition publique, je veux dire, on a le droit de faire des choses, on fait des choses ensemble, mais ça peut nous arriver une fois de faire une apparition publique, mais sinon voilà, jamais communiquer là-dessus, on n'a pas l'intention de communiquer là-dessus, on a une vie qui est très peinarde et très agréable et ça nous va très bien comme ça. Voilà, on maintient ça et ça nous va. Et ça nous permet d'être tranquille. La musique essentielle dans la bande originale de votre vie. Et cette avant-dernière question. Oui, moins essentielle que pour ma femme, mais je voulais savoir que devient Simone. Simone, elle a de la poussière. Ouais. Simone, je la touchais beaucoup à Munich, parce que j'avais davantage de moments un peu de solitude. J'en ai beaucoup moins depuis que je suis rentré au Pays Basque. Donc Simone, je la touche moins. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a dans... Je suis toujours Ben Harper. Moi, je suis un vieux con. Je suis un vieux con de la musique. Je suis resté bloqué sur les années 70. Donc les fils de Ben Harper, fils de Bob Dylan, de Hendrix, de Bob Marley, voilà, les fils d'eux. Enfin, si c'est des mecs d'aujourd'hui, ça va être les fils d'eux. En tout cas, qui s'inspirent de ces mecs-là des années 70. Voilà, je suis resté sur ces musiques-là. Ce sera ma dernière question. Le surfeur que vous êtes a bien senti la dernière vague justement au Bayern. On va rester sur l'océan qui vous est si cher justement pour cette question-là. Vous utilisez l'image du bateau qui, tant qu'il n'est pas arrivé à destination, ne rentre pas au port dans le DVD. Ça c'était pour le Bayern, ouais. C'était pour le Bayern. Parce que je suis arrivé au début en galère. En galère parce que j'ai eu une pubalgie en fait en milieu de carrière qui aurait pu me faire rater la Coupe du Monde 98. Donc ça aurait pu être la fin, peut-être la fin de ma carrière. J'ai même cru à un moment donné que c'était terminé pour moi à cause de ça, que je m'en remettrai jamais. Et donc l'année à Bilbao a été douloureuse à cause de ça. Ensuite, je suis parti à Munich, les débuts ont été compliqués à cause de ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, de toute façon, maintenant, là, c'est comme si je traversais l'Atlantique. Et tant que je ne suis pas arrivé de l'autre côté, je ne rentre pas. Là, ce n'était pas possible pour moi de ne pas réussir au Bayern. C'était même presque trop, l'obsession et l'acharnement que j'y ai mis. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis foutu dans un espèce de truc un peu
un peu excessif. Aujourd'hui, vous êtes embarqué sur le bateau des médias, plusieurs bateaux en même temps. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous projetez déjà et vous vous dites, voilà, je crois me souvenir qu'après, je ne sais plus, 30 ans, 32 ans, vous avez décidé de signer que des contrats d'1 an, justement, pour à chaque fois garder peut-être la motivation quand vous étiez sportif. Vous voyez où dans le futur? Est-ce que vous avez envie de prendre le large, justement, encore une fois de changer de vie, ou alors est-ce que ça ne va pas aussi loin que ça? Alors dans les médias, c'est plutôt des contrats de 3 ans, 3-4 ans, Ouais. moyen terme. Ouais. Parce qu'il faut du temps pour construire les choses. Notamment quand j'ai démarré sur Canal, quand je suis arrivé sur TF1, c'était pas le but de faire un one-shot. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des coups. Ouais. J'ai besoin de temps, j'ai besoin de connaître les gens. Moi, je fonctionne beaucoup au plaisir, à l'affectif. Donc, et puis, il faut du temps pour progresser, pour améliorer les émissions, pour s'améliorer. Et il faut le faire dans des conditions où on a des habitudes. Les mecs, c'est comme dans le foot, quoi. Les mecs qui changent de club tous les ans, ils ne peuvent pas faire une grande carrière. C'est pas possible. Impossible. Il faut prendre ses marques. Il faut prendre ses marques. Voilà, il faut avoir des habitudes. Après, de temps en temps, il faut faire des choix, échanger et se bousculer un petit peu, se rebooster. Mais voilà, c'est plutôt des périodes comme ça. Je ne sais plus trop après. Où est-ce que vous voyez Où est-ce que je me vois? Non, mais là, en fait, la prochaine étape, voilà, dans le foot, les choses, elles sont bien en place. La tactique, elle est claire. Les joueurs, ils sont à leur place. J'aimerais bien développer. J'ai 2 projets que j'aimerais bien développer. Un dans le domaine du sport et un autre dans le domaine de la mer. Voilà. Dans le sport, dans le sens large du terme. Donc, je suis en train de réfléchir à ça. C'est-à-dire des formats pour la télé, pour la radio? Non, ça c'est des formats pour la télé. Donc j'ai un format pour la télé sur le sport, avec le groupe TF1, et puis un format aussi pour la télé sur la mer. Avec des rencontres, j'imagine. Avec TF1. Je ne veux pas trop en dire, puisque vraiment je suis dans la réflexion. J'ai écrit, je suis dans les discussions maintenant avec les différents interlocuteurs. Voilà, ces prochaines étapes, c'est des nouveaux challenges un peu. J'ai besoin d'aller prendre de l'air ailleurs pour bien revenir dans le foot aussi. C'est bien de s'aérer, c'est bien d'aller voir autre chose. Ouais, d'aller voir autre chose. Parfois, je trouve que c'est très dangereux de rester la tête dans le guidon, dans son propre univers. Et c'est bien d'aller chercher des respirations ailleurs. Donc c'est ce que je vais aller faire là. Et je vais chercher quelques respirations ailleurs. Merci de cette très belle respiration. Voilà.